Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons nous intéresser à 7 ouvrages de Sandy Petersen, l'auteur, celui-là même qui a rédigé et créé l'appel de Cthulhu, Call of Cthulhu. Ça s'appelle donc Sandy Petersen's Abominations. C'est produit par Chaosium. Toujours le même format, livre en dur, j'essaie de vous trouver quelques illustrations. Il y en a, je tombe dessus. Voilà, vous avez ce genre de choses. Enfin bon, c'est toujours la qualité à laquelle on est habitué depuis cette 7e édition. Voilà, moi j'aime bien ce genre de choses. Voilà, alors c'est un ouvrage qui fait 200 pages. Donc c'est un ouvrage assez fin, mais assez dense quand même, vous allez voir. Donc je précise, il y aura peut-être de la divulgation, du divulgachage dans cette... Voilà, si vous êtes joueur et que vous comptez jouer ces scénarios, je vous déconseille d'aller plus loin, puisque je vais déflorer un peu le sujet de chaque scénario, et c'est toujours plus intéressant de le découvrir en direct. Alors, on va commencer à s'intéresser déjà à la préface de Sandy Petersen, dans laquelle il précise un certain nombre de choses qui me paraissent très intéressantes. Donc, Sandy Petersen explique donc qu'il a créé l'appel de Cthulhu. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si le jeu demeure un best-seller dans la catégorie jeu de rôle, Sandy Petersen a aussi travaillé pour les jeux vidéo par la suite. Et donc, l'appel de Cthulhu est loin d'être son plus gros succès. À titre d'exemple, pour ceux qui connaissent un peu l'univers des jeux vidéo, il a travaillé par exemple sur Age of Empires, voilà, qui est déjà, si on compare en termes de vente, là on n'est plus du tout dans la même catégorie par exemple. Donc voilà, mais il a remarqué, ce monsieur, que chaque fois qu'il se rendait dans des conventions, on lui demandait bien sûr de faire jouer des parties de Call of Cthulhu. Et bon, bah, comme c'est un peu son bébé et qu'il adore ce jeu, bien évidemment, il s'exécutait. Il a commencé donc à rédiger des petits scénarios dans le but de pouvoir les faire tourner en convention. Donc son modèle, qui s'approcherait certainement du modèle de Johann Scipion, c'est d'avoir, avec Sombre, c'est d'avoir un scénario et de le faire jouer plusieurs fois au cours de diverses conventions. Et puis, après, il le changeait, voilà. En gros, il dit que son rythme, c'était à peu près de rédiger 2 scénarios par an. Et puis, les années ont passé. Ces scénarios ne pouvaient plus en faire grand-chose puisqu'ils avaient été joués dans les conventions. Et puis, en discutant avec les gens de Chaosium, il leur a dit, voilà, moi, chez ces scénarios, on peut peut-être en faire quelque chose. Et ils sont tombés d'accord pour les éditer. Et c'est ceci qui a donné donc ce bon ouvrage. Donc il y a une petite précision sur les points communs entre tous ces scénarios. Le premier, c'est qu'ils intègrent tous des pré-tirets, parce que bien sûr, ils étaient prévus pour des conventions. Le deuxième, c'est que ce sont des one-shots qui doivent se jouer, être en capacité d'être joués en une fois, donc pas très longs. Le troisième, c'est qu'ils sont relativement horrifiques et violents, parce que comme le décrit avec beaucoup d'ironie Sandy Petersen, quand les gens le rencontraient en convention pour faire une partie avec lui, ben voilà, il fallait que ce soit quelque chose de violent et potentiellement très mortel pour coller un peu avec sa légende de celui qui a écrit le jeu. Et enfin, il y a encore une chose sur lequel les scénarios se rejoignent, c'est qu'en fait, il reprécise bien que ces scénarios, au départ, ont été écrits pour lui-même, afin qu'il puisse les mener en convention, et pas du tout dans le but d'une publication. Donc là, c'est plus dans l'intention qu'il attire notre attention, sur justement cette attention un peu différente. C'est vrai aussi que dans les faits, là, la démarche a été inverse, parce que quand on rédige un scénario pour soi, le faire jouer, on n'est pas forcément dans le même type de trope, ni même de présentation, etc. Quand on rédige un scénario pour être publié, donc là, il a fait le travail inverse. Ils ont retravaillé, y compris les illustrations, etc., pour que le scénario soit publié. Voilà encore une illustration qui me paraît pas mal. Voilà. Alors, le premier scénario, donc un peu de spoil, hein, je vais pas trop en dire.
C'est un scénario dans l'époque moderne qui se passe au Canada, qui va mettre en jeu de 3 à 6 joueurs, 1 à 2 sessions maximum, précise-t-il. Donc certainement qu'il a un peu nourri pour le faire un peu plus long que ce qu'il était au départ. L'un des investigateurs ou plusieurs d'entre eux ont hérité d'un vieil hôtel et prévoient de le rénover pour le réouvrir pour les touristes. Voilà, donc le scénario, donc Canada et Colombie. La Colombie, voilà, britannique, précise-t-il. Voici pour le premier. Le deuxième scénario, voilà, je vais vous montrer, on a une belle double page, assez sympathique, qui met bien dans l'ambiance. Excusez-moi, voilà. Voilà, toujours dans les mêmes canons stylistiques de cette 7e édition. Donc assez long, hein. Celui-là nous amène directement à la page 40. Le deuxième scénario, The Derelict, a final journey brings a remarkable discovery and a hidden terror. Ce scénario est encore une fois un scénario contemporain dans les eaux glacées du nord de l'Atlantique. 2 à 6 joueurs, peut se jouer en une seule session. L'aventure concerne un vaisseau porté disparu, The Greenland Shropshires, qui se serait éventré sur un iceberg. Voilà, les personnages doivent donc retrouver le vaisseau et c'est une opération de sauvetage. Bien sûr, vous vous doutez que au fur et à mesure que le scénario avance, il va y avoir des découvertes qui vont repousser un peu les limites de la chose. Le troisième scénario, Panacea, encore une fois moderne, je crois qu'ils sont tous d'ailleurs à l'époque moderne, 2 à 6 investigateurs dans le nord de l'Amérique. La localisation n'est pas spécifiée, ce qui permet à chaque maître de jeu, ça c'est pas mal, de l'intégrer dans une de ses campagnes. Ouais, lui, quand il a fait jouer, il précise qu'il a Within My Bedio dans le nord de Dallas. Mais il précise que tout peut se déplacer assez facilement. Si pré-tiré. Les options for bringing, là, ils n'en disent pas grand-chose. Voilà, apparemment c'est sur la thématique des satires. Mais dans le petit chapeau de présentation, celui-là, je ne l'ai pas lu en plus, donc je ne peux pas vous en dire grand-chose. C'est pas plus mal, je vais pas le spoiler, celui-ci. J'ai vu qu'il était pas mal joué, celui-ci. J'ai vu plusieurs live play, notamment Seth Sikorsky, qui fait pas mal de Cthulhu sur sa chaîne, aussi bien des aides de jeu que de la chronique, voilà, qui l'a fait jouer. Le quatrième, Mohole, encore une fois, mer du Nord, 2 à 6 joueurs, une troupe d'investigateurs est transportée to Devil's Hole Platform pour faire un audit sur cette plateforme, éventuellement pour continuer à ce qu'elle continue de fonctionner. Voilà, il y a des problèmes apparemment sur la plateforme. On a une très belle énue. Voilà, vous voyez qu'effectivement, apparemment, il y a quelques petits problèmes. Ça sent le huis clos. Là, on voit bien qu'on retombe un peu sur des thématiques hyper Lovecraftiennes. Hein. Le huis clos, c'est quand même un des meilleurs moyens qui permet aux maîtres de jeu assez facilement de faire monter la pression. Autant les campagnes où on se balade à travers tout le globe sont vachement bien. Autant le coup du huis clos, c'est aussi la certitude d'amener quelque chose de différent.
Voice over the phone, une histoire avec deux frères qui se retrouvent confrontés à des gangs violents. Je pense que c'est encore là, 2 à 6 players, une seule soirée, peut-être 2. Les investigateurs appartiennent tous à un gang de la rue et ils doivent combattre une famille rivale. La police est bien en peine d'essayer de contrecarrer cette montée de violence et c'est aux investigateurs de faire un peu justice eux-mêmes afin que la terreur ne l'emporte pas. On a, encore une fois, une idée que je trouve assez chouette. Et comme à chaque fois, à la fin, on va retrouver les prêts tirés pour les différents scénarios, l'adversité, c'est-à-dire les créatures qu'on croise éventuellement avec tout ce qui concerne les stat blocks pour les mettre en jeu. Je crois qu'à la fin, on a une petite biographie également de Sandy Peterson. Petite biographie, voilà, c'est le coup de canon de midi à Nice. Hein. Vous affolez pas, je pense que vous l'avez entendu dans le micro. Tous les midis, on tire un coup de canon. Voilà, ça fait partie des mystères niçois. Ne me demandez pas pourquoi. Plusieurs légendes circulent. On raconte que c'est la femme du roi qui faisait tirer le canon à midi pour que son mari remonte de ses balades où il faisait des apéros dans Nice. Est-ce une légende? Est-ce la vérité? Quoi qu'il en soit, le canon à midi pile. Sauf, bien sûr, le 1er avril, où vous vous doutez bien que le canon est tiré à 11 h. Nous sommes dans la Gaudriole, dans cette bonne ville de Nice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo.